Voilà, je fais le point sur les compétences à maîtriser concernant le chapitre 6. La première des compétences, c'est de pouvoir identifier un mouvement. Alors, imaginons qu'on ait un solide en mouvement par rapport à un référentiel, par exemple un solide qui se déplace sur une paillasse, et on repère la position d'un point du solide au cours du temps. Première possibilité. Deuxième possibilité, voilà la position du solide au cours du temps. Ce qu'on peut dire de ce premier enregistrement, c'est que le mouvement est rectiligne puisque la trajectoire est une droite. Idem pour le second. Donc, parler de mouvement rectiligne, ça concerne la trajectoire du solide, c'est-à-dire l'ensemble des positions par lesquelles passe ce point au cours du temps. Deuxième constat, c'est que ici les positions sont équidistantes, donc des distances égales sont parcourues pendant des temps égaux, donc on a ici affaire à un mouvement uniforme, alors qu'ici, la distance parcourue est de plus en plus importante, on a un mouvement accéléré. Évidemment, si le solide se déplaçait dans l'autre sens, le mouvement reste rectiligne, mais vous voyez que les distances sont de plus en plus petites, donc là on aurait un mouvement freiné ou bien ralenti. À aucun moment on ne peut dire qu'un mouvement est constant, ça n'a pas de sens. Deuxième chose, il faut savoir maîtriser la relation qui permet de déterminer la vitesse moyenne, c'est-à-dire qui se calcule en divisant la distance parcourue pendant la durée du parcours. Dans le système international, la distance est en mètres, la durée en secondes, la vitesse en mètres par seconde. Par exemple, on pourrait se poser la question suivante. On a une vitesse de 35 km par heure. La distance parcourue est de 6,0 mètres et on pourrait vous demander de calculer la durée en secondes. Donc évidemment, on utilise cette relation, on extrait delta t, on fait un produit en croix, v fois delta t égale d fois 1, donc égal à d, donc delta t est égal à d sur v. Attention maintenant aux unités. Donc si on veut un résultat en secondes, la vitesse doit être en mètres par seconde et la distance en mètres. Je vous laisserai faire le calcul, mais comment passer des kilomètres par heure au mètre par seconde? Petit calcul rapide, 35 km par heure, c'est-à-dire 35 000 mètres par heure, mais par seconde, puisque dans une heure il y a 3600 secondes, je divise ensuite par 3600 pour savoir la distance parcourue par seconde, et j'aurai bien des mètres par seconde. Concrètement et pour résumer, pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise la valeur par 3,6. Si on passe des mètres par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Ensuite, on a vu ensemble qu'on pouvait déterminer sur un enregistrement la vitesse instantanée, la vitesse à chaque instant. Alors là, deux possibilités, deux relations qui permettent d'avoir une valeur de la vitesse approchée de la vitesse instantanée relativement correcte. Si je veux déterminer la vitesse au point M1, je vais dire que la vitesse, que je vais appeler V1, eh bien, c'est un peu en fait la vitesse moyenne entre le point qui est juste avant et le point qui est juste après. Donc, c'est la distance M0, M2. Attention, ça ne veut pas dire que je multiplie M0 par M2. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que je prends la distance M0, M2 en mètres, divisé par la durée. Si je considère qu'il y a delta T entre chaque position, c'est 2 delta T. Ou bien, on dit qu'on peut également calculer V1 en disant c'est la distance entre le point M1 et le point suivant, donc M1, M2, divisé par la durée delta t. Dans les deux cas, vous n'aurez pas la valeur juste de la vitesse instantanée, vous aurez une valeur approchée de la vitesse instantanée. Ça fonctionne dans le cas d'un mouvement rectiligne, mais ça concerne aussi les mouvements curvilignes, c'est-à-dire que vous voyez la trajectoire ici est une courbe. L'exemple classique, c'est le mouvement circulaire. La vitesse instantanée peut être représentée sur le document par un vecteur. Donc, une fois qu'on a calculé la valeur de V1 en mètres par seconde, on peut choisir une échelle. Par exemple, 1 cm représente 1 mètre par seconde. Et on peut représenter sur le document
Le vecteur vitesse instantanée, son origine pour V1, bah, c'est M1. Sa direction, c'est celle de la trajectoire. Pour le mouvement curviligne, ce sera la tangente à la trajectoire. Et puis le sens, bah, c'est dans le sens du mouvement. Une fois qu'on a choisi l'échelle, on peut tracer, évidemment, ici je le fais juste pour avoir l'aspect des vecteurs. Donc voilà, on pourrait avoir ces différents vecteurs vitesse. Ici, j'ai représenté le vecteur V1. Pour le mouvement curviligne, même chose. Je détermine la tangente et je trace le vecteur vitesse V1. Le vecteur vitesse, dans cet exemple-là, c'est un outil de communication. On voit très bien ici que la vitesse augmente au cours du temps. C'est un exemple de mouvement accéléré. Alors justement, l'accélération, elle est notée A. En fait, c'est la vitesse gagnée chaque seconde, ou bien perdue chaque seconde. Donc, c'est des mètres par seconde par seconde. Donc, l'accélération, pardon, a pour unité mètres par seconde, c'est-à-dire mètres seconde moins 2. Alors, comment la déterminer? Eh bien, on peut avoir une idée de l'accélération à chaque instant en disant, attention, c'est une approximation, on va avoir une mesure de l'accélération, mais qui n'est pas la véritable accélération, en disant, bien, par exemple, au point M1 de tout à l'heure, A1, ça va être la vitesse juste après, donc la valeur de V2, moins la vitesse qui est juste avant, donc V0, divisé par la durée pour aller du point M0 au point M2, c'est-à-dire 2 delta T. Pour terminer, on a vu ensemble qu'on pouvait, une fois qu'on a exploité un document qui nous donne la position d'un point au cours du temps, on peut exploiter les données dans un tableur et tracer, par exemple, l'évolution de la vitesse au cours du temps. On a vu une première possibilité qui était celle-ci, c'est-à-dire que la vitesse augmentait au cours du temps. C'est le cas ici. Et c'est le cas également ici. La différence entre la courbe noire et la courbe rouge, enfin, le point commun déjà, c'est que la vitesse augmente au cours du temps. Il s'agit ici de deux mouvements accélérés. Mais la courbe rouge, en mathématiques, c'est la représentation d'une fonction linéaire, c'est-à-dire que la vitesse, ici, elle est proportionnelle à la durée. La vitesse est en mètres par seconde, la durée en secondes. Et donc ici, ce petit a, eh bien, c'est l'accélération. Donc le coefficient directeur de cette droite nous donne l'accélération. Ici, cette accélération, elle est constante. Donc c'est un mouvement uniformément accéléré, puisque la valeur de l'accélération est constante. Ce n'est pas le cas de la courbe noire, puisque la vitesse augmente au cours du temps, mais elle augmente de plus en plus vite. Donc ici, on a une accélération qui augmente au cours du temps. Donc voilà, pour ces différents graphes, on avait vu également ensemble un autre exemple. Si vous avez ce graphe-là, la vitesse représentée au cours du temps, et que vous obtenez au cours du temps une vitesse constante, ici on a un mouvement uniforme. Et enfin, dernier cas, il me reste un peu de place à la base de ma feuille, si vous avez ce type de graphe, donc évolution de la vitesse au cours du temps, on constate que la vitesse diminue au cours du temps, et donc on a un mouvement qui est ralenti. Pour ces trois exemples, attention, on n'a aucune information sur la trajectoire. On peut avoir un mouvement dont la vitesse est constante, avec une trajectoire rectiligne. On peut avoir un mouvement dont la vitesse est constante, avec une trajectoire, par exemple, circulaire. Donc, ces graphes-là ne vous donnent pas d'informations, encore une fois, sur la trajectoire.